Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de la préparation UE4 DSCG en consolidation. Chapitre 7, la décomposition du prix payé des titres de participation, coût d'acquisition de ces titres. Nous en sommes au point grand 2, la comptabilisation de l'écart d'évaluation. Alors quand l'ANCC, l'actif net comptable corrigé, encore dit actif net réel ou juste valeur, fair value, de la filiale est supérieur à son ANC, son actif net comptable, dans ce cas, un écart d'évaluation total pour les parties prenantes mères et le cas échéant s'il y en a des intérêts minoritaires, alors un écart d'évaluation total ou plus ou moins value à ID net est constaté en actif net. Avec en contrepartie une augmentation de la valeur patrimoniale synthétisée au niveau des capitaux propres. Donc en contrepartie, nous avons une augmentation des capitaux propres de la filiale qui ont été remontés chez la mère en consolidation. Et il s'agit d'une réserve de réestimation que l'on exprime au journal de consolidation. Quand le prix payé est supérieur à la quote-part de juste valeur, dite aussi quote-part de juste valeur des AID net de PID, passif identifiable, dette et dette d'IS latent sur une plus-value, si on est dans un système de plus-value, la société acquéreuse a alors payé une valeur supplémentaire dite goodwill, un bon gain, si on essaye de traduire, sur valeur de bénéfices actualisés par rapport aux bénéfices attendus normalement et qui indique aussi un effet de synergie, d'agglomérat de l'ensemble des ressources dont dispose l'entreprise et qui va générer mathématiquement plus que la somme strictement dite de ces ressources individuellement. Voilà. Le goodwill peut correspondre au fait que l'entreprise présente, pour être concret, un avantage économique en raison de sa stratégie, de sa maîtrise de son réseau d'approvisionnement, de son bon climat social et d'autres facteurs encourageants pour cette entité. Le goodwill correspond au surplus des bénéfices anticipés si on cherche à le déterminer en finance. Le goodwill correspond au surplus des bénéfices anticipés actualisés par la filiale par rapport aux bénéfices attendus actualisés par les actionnaires, voire aussi par les autres financeurs prêteurs, en moyenne. Bien. Alors, regardons précisément en consolidation une situation tout d'abord avec simplement un écart d'évaluation. C'est-à-dire que la mère paye un certain coût d'acquisition des titres et ce coût d'acquisition va correspondre au fait que la mère a accepté de payer une quote-part, une partie de l'écart d'évaluation, de la plus-value AID net. Et pour simplifier, pour l'instant, nous n'aurions pas de goodwill. Ou du moins, on pourrait écrire que le goodwill serait strictement égal à 0. Dans un exemple suivant, je traiterai à la fois un écart d'évaluation et un goodwill qui sera positif. Alors pour commencer, pour comptabiliser l'ANCC, c'est-à-dire la juste valeur, l'ANCC est égale à l'ANC plus la plus ou moins value. En général, on vous présente un système de plus-value. Eh bien, nous partons de l'ANC qui est remontée des comptes sociaux de la filiale. Ça, c'est la première écriture qui a été faite au niveau du journal de consolidation, encore dite pré-consolidation. Et ensuite, on va insérer une écriture d'ajustement en augmentant la valeur de l'actif et donc les capitaux propres dans la même dimension en parallèle. Bien, avec une réserve de réestimation ou un résultat de réestimation, tout dépend à quel moment l'entrée dans le périmètre de consolidation de l'entité filiale a été constatée. Donc là, pour y aller progressivement, pour comptabiliser la juste valeur acquise et plus précisément pour comptabiliser l'augmentation de valeur qui permet de passer d'une valeur ANC à une valeur ANCC, donc la juste valeur acquise, on va effectuer une écriture d'ajustement. Pour commencer, nous allons considérer une situation avec un goodwill égal à 0. Alors vous avez une société C qui acquiert fin N 70% des titres de la société D, une filiale, pour 1 260 000 €. Vous disposez en outre des informations suivantes: les actifs identifiables, terrain, construction, stock, créances, disponibilité, etc. Les passifs identifiables, c'est-à-dire toutes les dettes, dettes d'emprunt, dettes fournisseurs, etc. Tout ce qui se rapproche à des dettes, provisions pour risques et charges par exemple, bref. Et donc, nous prenons les valeurs au niveau du bilan, à l'arrêté des comptes, 2 millions pour les actifs identifiables, moins les dettes, 800 000. Donc la valeur nette comptable, l'actif net comptable en termes patrimonial pour cette société, valeur comptable est de 1 200 000. Maintenant, la véritable valeur patrimoniale en faisant intervenir les évaluateurs.
nous avons une juste valeur de 3 millions pour les actifs identifiables et de 1 million pour les dettes identifiables. Donc 3 millions moins 1 million, donc 2 millions de valeur réelle. L'actif net comptable, corrigé, encore dit juste valeur, fair value en anglais. Donc vous voyez qu'ici, nous avons les évaluateurs qui mettent en évidence une plus-value latente sur des actifs de 3 millions moins 2 millions, 1 million, et une augmentation de la valeur des dettes de 1 million moins 800 000, 200 000. Par conséquent, en synthèse, plus 1 million sur les actifs, plus 200 000 sur les dettes, donc ce qui va nous faire un impact correctif sur la valeur patrimoniale de plus 1 million en termes d'actifs, moins 200 000 au niveau des dettes, puisque ça correspond à une augmentation des dettes, eh bien nous avons 800 000 d'augmentation de valeur patrimoniale avant l'impact de l'IS. Donc là, nous inscrivons que la plus-value AID brute est égale à l'ANCC, ou juste valeur ou fair value, moins l'ANC, 2 millions, moins 1 million 800 000. Nous impactons de l'IS 25% des 800 000, ce qui nous fait 200 000. D'où la plus-value AID nette est de 800 000 moins l'impôt, donc fois 75%, 600 000. D'où la juste valeur nette est égale à l'ANCC moins l'IS sur la plus-value AID, donc 2 millions que nous avons ici, moins les 200 000 que nous venons de calculer d'IS. Donc 1 800 000. Donc maintenant, nous pouvons écrire que l'écart global payé par la mère au niveau du coût d'acquisition des titres est égal au coût d'acquisition, le PP, prix payé, moins le pourcentage d'intérêt de la mère, fois l'ANC. Donc 1 260 000 de prix payé, moins le droit de la mère, 70% pourcentage, fois l'ANC. L'ANC qui est de 1 200 000, 2 millions moins 800 000. Donc ce qui nous donne une différence 1 260 000 moins 840 000, donc un écart global PM payé par la mère de 420 000. Maintenant, nous allons voir comment on décompose ce goodwill payé par la mère, dit goodwill partiel. C'est égal au coût d'acquisition des titres de participation par la mère, le PP, prix payé, moins pourcentage d'intérêt de la mère fois la NCC, après l'IS, sur la plus-value latente AID. Donc nous avons 1 260 000 de prix payé, moins 70% de la juste valeur AID net de 1 800 000. Donc 1 260 000 moins 1 260 000, 0. Donc là, par le chiffrage, je viens de prouver que j'ai construit cet exemple avec un goodwill égal à 0. Donc il n'y a que l'écart d'évaluation à prendre en considération. Et donc nous voyons que l'écart d'évaluation payé par la mère, nous vérifions, égale quote-part de juste valeur AID net, moins donc quote-part de l'ANCC après IS sur plus-value, moins la quote-part de l'ANC, donc 70% des 1 800 000, moins 70% des 1 200 000, donc 1 260 000 moins 840 000, 420 000, cela correspond parfaitement à l'écart global payé par la mère. Donc nous voyons que cet écart global payé par la mère s'explique ici dans cet exemple chiffré uniquement par un écart d'évaluation, le goodwill étant nul. Bien, maintenant, nous pouvons continuer sur l'explication de cours. Lorsque le goodwill est égal à 0 et que la mère a payé une partie de la plus-value sur actif identifiable net de dette, identifiable et de dette d'IS latent, seule la plus ou moins-value totale sur AID net est à enregistrer. Cette plus ou moins-value est généralement une plus-value nette. Elle vient alors, donc je disais, lorsque le goodwill est égal à 0 et que la mère a payé une partie de la plus-value sur actif identifiable net de dette identifiable et de dette d'IS latent, seule la plus ou moins-value totale sur AID net est à enregistrer. Cette plus ou moins-value est généralement une plus-value nette. Elle vient alors augmenter l'actif net et donc les capitaux propres en contrepartie de la filiale. Donc là, je rappelle l'écriture, la première écriture qui a été faite au journal de consolidation ou encore dit de pré-consolidation. La reprise du bilan de la filiale au niveau de la mère, donc les actifs identifiables pour la valeur comptable de 2 millions qui a participé au calcul de l'ANC, les dettes identifiables pour 800 000 et donc les capitaux propres pour 1 200 000. Vous vous souvenez, 2 800 000, valeur nette 1 200 000, l'ANC. Maintenant, ce qui est demandé en épreuve 4 DSCG, c'est de passer l'écriture qui permet d'arriver au constat en cumulatif de la juste valeur. Donc il faut intégrer l'écart d'évaluation pour les deux parties prenantes, la mère et les intérêts minoritaires.
Donc nous intégrons cet écart d'évaluation, constat de l'écart d'évaluation. Alors je vais l'appeler brut, même si c'est après IS, dans la mesure où ensuite on peut être amené à suivre l'évolution de cet écart, parce que par exemple au niveau des actifs, il peut y avoir des actifs amortissables. Donc naturellement, dans ce cas-là, l'écart d'évaluation, une partie sera amortissable. On peut avoir un écart d'évaluation avec une immobilisation construction par exemple et une immobilisation terrain. Le terrain par définition n'est pas amortissable, la construction l'est. Donc il y aura un amortissement de l'écart d'évaluation pour la partie construction. Bien. Donc là je reprends. Donc je reprends avec l'augmentation de l'actif pour 1 million. Nous avons les dettes identifiables qui augmente pour 200 000 et donc nous intégrons la plus-value pour 1 million moins 200 000, donc 800 000. Et nous allons constater la dette d'IS différée, l'IDP, impôt différé passif, 25% des 800 000, donc 200 000. Par conséquent, vous voyez que la plus-value nette que nous avions calculée est bien exprimée ici, elle est exprimée à la fois avec l'augmentation de l'actif pour 1 million, l'augmentation de la dette pour 200 000, dette identifiable, et sur cette différence 1 million moins 200 000, les 800 000, une dette d'IS différée pour 25% des 800 000, 200 000. Et donc nous exprimons une réserve de réestimation en synthèse au niveau des capitaux propres pour 800 000 fois 75%, 600 000. Ça c'est le constat de l'écart d'évaluation. Ensuite nous pouvons réaliser le tableau de partage des capitaux propres en présence d'un écart d'évaluation total pour les deux parties prenantes. La mère, au-dessus de laquelle nous avons les propriétaires, mais qui est la propriétaire, donc c'est pour ça que j'ai mis les propriétaires entre guillemets dans le tableau, donc qui détient 70% sur la filiale, les minoritaires 30%, et ce qu'on appelle aussi par ailleurs les participations ne donnant pas le contrôle, les PNDPC. Donc là, nous prenons 100% de l'information en intégration globale, les capitaux propres qui sont remontés pour 1 200 000, nous intégrons la réserve de réestimation pour 600 000, ce qui nous donne des capitaux propres estimés pour 1 800 000. Ensuite, nous allons soustraire les titres de participation pour le coût d'acquisition de la mère sur la filiale pour 1 260 000, et on se rend compte qu'il y a un partage des capitaux propres, partage de différence de valeur pour 540 000. Donc maintenant, nous allons affecter les colonnes mère et colonnes intérêts minoritaires. Donc la mère a droit à 70% sur la filiale, donc 70% d'1 200 840 000 sur les capitaux propres, avant réestimation. Sur la réserve de réestimation, 70% des 600 000, donc 420 000. Nous sommons les 840 000 et 420 000, donc 1 260 000. Ou si vous préférez, directement 70% d'1 800 000. Voilà. Au niveau des intérêts minoritaires, 30% des capitaux propres remontés, donc 30% d'1 200 360 000. 30% de la réserve de réestimation de 600 000, donc 180 000. Nous sommons les 360 000 et les 180 000, 540 000. Ou si vous préférez, directement 30% d'1 800 000. Donc nous sommes sur 540 000. Et donc après, il n'y a plus qu'à soustraire le coût d'acquisition des titres de participation qui est imputable à la mère sur la filiale, 1 260 000. Donc on se rend compte que les capitaux propres estimés à la date de consolidation que l'on effectue, c'est-à-dire le 31 décembre N, ces capitaux propres, le droit de la mère dans les capitaux propres estimés moins son coût d'acquisition, ça nous fait une différence nulle. Alors pourquoi cette situation qui semble particulière? Parce que la date de consolidation que j'indique ici, je ne l'ai pas marqué là en haut au niveau du tableau, mais c'est le 31/12/N, correspond aussi à la date d'acquisition. Je considère que les titres ont été acquis fin N. Voilà. Donc comme ça, il n'y a pas de laps de temps entre une date de consolidation et une date d'acquisition qui indiquerait du résultat, et si l'acquisition est bien antérieure, aussi de la réserve. Donc là, on est à 0. Car date de consolidation égale date d'entrée dans le périmètre de consolidation, ici date d'acquisition. Et pour les minoritaires, en bloc, nous avons 540 000. Du fait de la structure des données et de la remontée des données, il n'y a pas de remontée de données de titres de participation détenus par les minoritaires, puisque les minoritaires, c'est vous et moi. Et là, on considère qu'on ne tient pas de société, et du moins pas de société qui rentre dans le giron du périmètre de consolidation. Donc 540 000, c'est en bloc pour les intérêts minoritaires, pour vous et moi, sur cette structure. Voilà, si on est actionnaire de cette structure naturellement. Et donc après, nous avons à passer l'écriture de partage des CP, des capitaux propres estimés. Donc les capitaux propres estimés s'élèvent, comme vous le voyez, à 1 800 000.
je les solde. Je solde également le poste titre de participation pour le coût d'acquisition de 1 260 000. Ensuite, par réflexe, je mets les réserves et le résultat consolidé, mais je peux mettre directement 0, puisque la date de consolidation et la date d'acquisition sont identiques. Et il y a le bloc intérêt minoritaire pour 540 000, et c'est ce qu'on appelle l'écriture de partage des capitaux propres estimés. Alors oui, je vous ai mis des numéros de compte ici, c'est juste pour ceux qui ont l'habitude, avant d'entrer dans les études de master CCA ou de DSCG, en passant par un DCG ou en venant d'école de commerce en faisant un master en école de commerce par exemple, eh bien de ne pas utiliser ces écritures puisqu'on est en... ne pas écrire, les écritures on les utilise naturellement, mais ne pas utiliser les numéros de compte en consolidation, d'autant plus que la consolidation est souvent effectuée de façon anglo-saxonne, donc sans les numéros de compte. Et là on s'inspire du modèle IFRS. Voilà, même si les auteurs français ont participé naturellement à l'élaboration des IFRS, bon, voilà, il y a une multitude d'auteurs qui ont participé. Bref, je ferme la parenthèse et donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux avancer dans vos révisions et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Portez-vous bien, Goodwill à toutes et à tous. Merci de votre attention, à bientôt, bye bye.